Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Vous aurez droit à une édition spéciale de cette rubrique aujourd'hui, étant donné que, ensemble, nous commémorons ce 12 janvier le 8e anniversaire du séisme de 2010. Quelle est la situation aujourd'hui en Haïti? Nos invités sont Éric Calais, sismologue, Dominique Boisson, docteur en géologie, et Steve Simit, docteur en sismologie. Avec nos invités, on va parler très certainement de tremblement de terre. Est-ce que la terre aura à trembler? Si oui, dans combien de temps? Qui peut répondre à cette question? Qui a la réponse? Ce sont entre autres les questions que nous aurons donc à poser à nos invités qui s'y connaissent. D'abord, d'entrée de jeu, sans tarder, un habitué de la maison, c'est Éric Calais, le sismologue Éric Calais. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous en Haïti aujourd'hui pour commémorer ce 8e anniversaire. Bonjour Wendell, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour parler de tremblements de terre et de risques sismiques. Dominique Boisson, je l'ai dit tantôt, vous êtes docteur en géologie et vous avez décidé de nous accompagner ce matin. Bonjour. Bonjour Wendell et bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Télé Radio Métropole. Effectivement, c'est un sujet important et nous sommes prêts à en débattre. Et vous êtes à votre deuxième participation à cette émission. Le dernier né, si je peux le dire ainsi, c'est Steve Simit, qui est docteur en sismologie et qui, pour la première fois, participe à cette émission. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue, Steve. Bonjour Wendell, merci pour l'occasion qui m'a été offerte pour participer à cette émission. Je profite aussi pour saluer les téléspectateurs et ceux qui écoutent la radio et la télémétro. Alors aujourd'hui, pour ne pas faire de jaloux, il faut penser aux internautes aussi. Alors, ça va être très très long. Auditeurs, téléspectateurs, internautes, donc c'est beaucoup. Messieurs, je l'ai dit déjà, et chaque fois que l'on doit recevoir Éric Calais, qu'on doit l'accueillir, il y a des informations que le public de Métropole attend. Mais malheureusement, ils n'ont jamais eu cette réponse et on ne l'aura jamais cette réponse. Ce n'était pas une fatalité, on l'a dit, la Terre a tremblé, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, la Terre tremblera encore à l'avenir. La question que les auditeurs se posent, pourquoi on a mis tout ce temps avant de connaître ce terrible tremblement de terre? Pourquoi 100 ans après? Est-ce qu'on peut avoir un autre dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Éric Calais. Alors pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps entre les précédents tremblements de terre qui ont affecté l'île et puis l'événement de 2010? Alors on sait qu'on a une réponse, on va dire, approximative à cette question. On connaît la vitesse à laquelle bougent les fameuses plaques tectoniques. On parle de ces plaques tectoniques qui se frottent les unes contre les autres et ce sont ces frottements qui génèrent les tremblements de terre. Plus les plaques vont vite, plus les frottements sont forts, plus les séismes sont fréquents. Et moins elles vont vite, moins les séismes sont fréquents. Ici, dans la région Nord-Caraïbe, ce mouvement, il est de l'ordre de 2 cm par an. Alors 2 cm par an, c'est en gros, c'est la vitesse peut-être à laquelle nos ongles grandissent. Donc c'est pas énorme. Et cette vitesse correspond à peu près à la mise en œuvre d'un séisme tous les 100, d'un grand séisme. On parle ici tous les 100 à 200 ans. Cependant, cette horloge sismique en quelque sorte, elle n'est pas du tout aussi régulière que l'on peut penser. Un exemple très simple ici, 1751. Alors ça fait longtemps, 1751. Un séisme de magnitude 7,5, supérieur à celui de 2010, au mois d'octobre. Plutôt du côté de la zone de Azua, Santo Domingo, République dominicaine. Un mois plus tard, magnitude 7,5, cette fois-ci au niveau de la plaine du cul-de-sac, dans le grand sud d'Haïti. Donc, voilà un exemple de la complexité de cette question sismique.
avez bien dit, vous parlez de complexité. Alors, si l'on doit, par exemple, simplifier, je veux dire, simplifier cette expression pour évoquer, Claude Prepty, l'accumulation de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'accumulation de l'énergie, ça, c'est le mouvement des plaques tectoniques qui l'impose. Donc, cette accumulation d'énergie, elle est constante, elle a lieu en ce moment même où l'on parle. Et on sait à quelle vitesse cette accumulation d'énergie se fait. La question, le séisme, est quand cette énergie se relâche. Si cette énergie se relâchait de manière extrêmement régulière, tous les 100 ans, exactement à la même date, à la même heure, on serait protégé, on saurait prédire les tremblements de terre. Le système, malheureusement, c'est la nature, elle nous impose son fonctionnement, son rythme. Et quand on regarde les données scientifiques, on voit que ce rythme, il n'est pas aussi régulier que ce qu'on aimerait. Est-ce que c'est à tort de croire que plus la Terre dégage de l'énergie, moins on aura un tremblement de terre majeur? Oui, c'est une fausse sécurité que de penser ça. Je reviens sur l'exemple de 1751. Si en octobre 1751, on s'était dit, eh bien voilà, le séisme a eu lieu, maintenant on est tranquille, un mois plus tard, un séisme aussi important a lieu à quelques kilomètres de là, quasiment au même endroit. Donc on doit accepter qu'on a face à nous une nature qui a sa complexité. Et donc, on doit mettre en œuvre des recherches scientifiques pour comprendre cette complexité. C'est fondamental d'aller chercher des informations objectives qui nous permettent de déchiffrer cette complexité. Et partout dans le monde, y compris dans des régions comme le Japon, la Californie, où il y a beaucoup plus de travaux qui sont faits qu'en Haïti, eh bien, on se heurte à cette complexité. Mais il faut continuer, il faut persévérer, il faut essayer d'obtenir les informations qui vont nous permettre, si ce n'est de dire quand le prochain séisme aura lieu. Et Wendell, vous avez raison, on ne le sait pas, on ne le saura peut-être jamais. Au moins peut-on dire quelle est sa taille possible, quel va être le mouvement du sol, de manière à dire à pouvoir informer un ingénieur, lui dire, voilà, attention, le mouvement du sol peut être de temps. Donc quand tu conçois le bâtiment, quand tu mets en œuvre une infrastructure quelle qu'elle soit, eh bien, il faut qu'elle soit dimensionnée, que le béton soit fait de telle manière, que la structure ait telle forme, de manière à résister à ce mouvement du sol. Donc les scientifiques sont quand même capables, même s'ils ne connaissent pas les séismes, de dire beaucoup de choses. C'est ça. Alors, merci Éric Calais. Bon, écoutez, j'ai même envie de dire à quelque chose malheur et bon, mais je ne vais pas le dire. Et dans la mesure où le séisme de janvier a donné naissance à une génération de sismologues, et Dieu merci, après Éric Calais, après l'ingénieur Claude Prepty, il y a d'autres personnes sur lesquelles on peut se rabattre pour avoir des informations sur la sismologie. C'est le cas par exemple de Steve Simit, que l'on reçoit pour la première fois, et puis il y a aussi le docteur Dominique Boisson qui sont ici avec nous. Avec vous, messieurs, je voudrais parler de la sismicité d'Haïti aujourd'hui. 8 ans plus tard, les recherches très certainement se sont poursuivies. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et pour parler de sismicité, moi, dans le cadre de ma thèse, avec le professeur Éric Calais, à Purdue University, j'ai passé plus de 5 ans et demi aux États-Unis pour faire des études en sismologie. Eh bien, on a utilisé le GPS pour pouvoir modéliser cette accumulation d'énergie que vous venez à juste titre de parler. Eh bien, dans un premier temps, par exemple, moi, j'étais intéressé à connaître quels sont les effets du tremblement de terre sur les autres failles de la région. Donc ça, c'est un travail qui a été publié dans l'un des journaux les plus importants dans le domaine. Eh bien, on a vu qu'il y a, par exemple, différentes sections de la faille Henri Quillot, qui est l'une des grandes failles qui traverse une grande partie de la presqu'île du Sud. Eh bien, on a vu qu'il y a des segments de cette faille-là qui sont un petit peu plus aptes à glisser. Donc, cela nous impose à utiliser beaucoup plus d'instrumentation de cette zone-là pour pouvoir, comme le dit Éric, on ne va pas pouvoir prédire
à quel moment est-ce que ces sections-là vont casser, mais au moins on pourra connaître... Alors je me pose la question, est-ce que j'ai bien compris? C'est vrai que vous êtes en train de nous faire peur, mais là je voudrais mieux comprendre, je voudrais voir plus clair. Dans votre thèse, vous avez fait état des faits, je dirais, du séisme de janvier sur les autres failles qui existent déjà. Oui. Et selon vous, il y a possibilité pour que ça provoque d'autres tremblements de terre. La possibilité que la faille qui provoque le prochain tremblement de terre est toujours là. C'était pas ça la question. La question, c'était de voir un petit peu est-ce que les contraintes, l'effet du séisme en lui-même a poussé ces contraintes-là à augmenter. Cette accumulation d'énergie dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, on a vu qu'il y a des sections où elle a augmenté, d'autres sections où elle a diminué, et d'autres d'autres failles qui étaient un petit peu trop loin, qui n'ont pas été influencées par le mouvement du séisme. Donc, cela veut dire il y a beaucoup plus de risques de tremblement de terre depuis le 12 janvier. Non, c'est pas exactement ça. Mais on connaît les différentes sections où il est susceptible d'avoir les prochains séismes qui viendront. OK. C'est ça. Maintenant, la même question est à vous, docteur Boisson. Maintenant, à la lumière de vos recherches, ça nous permettra de comprendre la situation aujourd'hui et les inquiétudes ont diminué? Bon, les inquiétudes ne doivent pas diminuer. Et c'est ça l'important de cette problématique des séismes. Il ne faut pas croire qu'il y a quelque chose qui change fondamentalement lorsqu'on a un grand séisme. Le grand séisme, ils vont se produire et se reproduire. Ils sont toujours d'actualité. Donc, c'est pas qu'il faut avoir peur, mais il faut être toujours vigilant. C'est le message. Il ne faut pas baisser la garde. Donc, quelque part, quelles que soient les études qui seront faites, elles vont nous permettre de mieux comprendre. Je vais être très simple dans ce que je vais dire. Il faut regarder, nous sommes aujourd'hui en train de commémorer les 8 ans. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, 8 ans, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Mais si on fait maintenant un regard rétrospectif, le jour où ça s'est passé, cet événement, du point de vue scientifique en Haïti, à part, c'est vrai qu'il y avait Éric Calais, il y avait Claude Prepty qui commençaient à faire certaines études, mais du point de vue du degré de préparation du pays, on était réellement à un niveau minimal. C'est pour cela que la catastrophe nous a pris de court. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, donc ce n'est pas des efforts qui se font sur une base, je dirais, et que c'est un seul acteur qui peut le faire. Il y a différents acteurs qui ont fait quand même du bon boulot. Je prends tout simplement l'exemple des mesures des séismes, le réseau sismique. Il n'y avait pas de réseau sismique. Aujourd'hui, il y en a un qui est, grâce à, je dirais, le dynamisme de Claude Prepty aussi, qui se bat comme... Mais d'autres aussi pour pouvoir maintenir ce... Mais c'est un acquis. Il faut bien se rendre compte que là, avec cet acquis, c'est ça qui permet aux recherches de se faire. On ne peut pas faire des recherches si on n'a pas des outils. Et ça prend du temps. Donc cette période-là nous a permis d'avoir de meilleurs outils, d'avancer. Ce que fait aujourd'hui et Steve Smith, ces mesures, c'est en cours. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire on a un résultat tout de suite. Il ne faut pas s'attendre aux résultats immédiats. Quand on fait des mesures de GPS, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de les faire, de les refaire et de les refaire, parce que c'est là qu'on peut voir le mouvement. Donc on ne peut pas croire que sur des périodes très courtes, on va avoir de très grands résultats. Mais il faut persévérer. Et c'est dans ce sens que la recherche, c'est ingrat, mais il faut la poursuivre dans ce sens-là. J'avais entendu dire que la faille que l'on croyait qui allait être rompue, ce n'était pas la faille. Ce n'était pas cette faille. C'est une nouvelle qui a été découverte. S'il y a moyen, s'il y a de rectifier, donc vous pouvez rectifier. Mais ma question maintenant est de savoir, est-ce que vous avez découvert d'autres failles importantes après le 12 janvier? Qui peut répondre ou qui veut?
Je veux bien répondre à la question. Est-ce qu'on a découvert d'autres failles importantes? Je dirais pas de manière démontrée pour le moment, mais il y a des suspicions. Évidemment, maintenant qu'on regarde de manière un peu plus détaillée la géologie des failles sismiques dans la région, on commence à avoir des soupçons qu'on n'avait pas avant. Pourquoi? Parce qu'on ne regardait pas, on ne cherche pas. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Ça, c'est sûr. Donc, si on ne cherche pas, on ne trouvera jamais d'autres failles actives actuellement. Il manque encore énormément de travaux dans ces domaines-là, mais il y a quelques indications que le plateau central, qu'on pensait être une zone tout à fait calme, par exemple, ne l'est pas tant que ça. Est-ce que pour autant, on sait tout ce qu'il faut savoir sur cette zone-là? Non. Il faudrait qu'il y ait dans cette zone qui est quand même assez critique, il y a le lac et la centrale hydroélectrique de Péligre qui sont potentiellement affectés, dans une zone qui n'a jamais été étudiée du point de vue des failles potentielles. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut aller faire des recherches dans cette zone-là, comme dans les autres zones du pays d'ailleurs, pour déterminer si oui ou non ces failles existent. Comme le disait Dominique Boisson, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine et il ne faudrait surtout pas faire l'économie de le commencer tout de suite. Plus on le commence, plus on prend le temps de le commencer, et puis plus les résultats vont tarder. Donc on est dans une situation où on part finalement de pas grand-chose sur la connaissance des failles sismiques dans le pays. Il faut bien s'en rendre compte, et c'est évident que quand on va, plus on regarde, plus on va en découvrir, et il faut regarder ce problème en face, il faut le regarder dans les yeux. Alors, messieurs, aidez-moi à comprendre. Est-ce que le mois de janvier est un mois redoutable, ou encore un mois de vigilance de préférence? Pourquoi? C'était le 12 janvier qu'on a eu le tremblement de terre. Avant-hier, il y a eu un tremblement de terre majeur au Honduras. Heureusement pour eux, il n'y a pas eu de dégâts. On a eu quelque chose dans le sud. Et encore, il y a quelques jours, à Carrefour. Est-ce que le mois de janvier est un mois de vigilance où l'on doit être vigilant, attentif? Je ne sais pas. On sourit tous les trois parce que je pense qu'on... Est-ce qu'elle est nulle, la question? Non, la question n'est pas nulle. Et c'est important de se demander si la question est nulle. Elle n'est pas nulle, cette question. Et je pense que c'est important que le public se la pose et se pose beaucoup d'autres questions sur la prévision. Est-elle possible? Est-ce qu'on nous dit tout? Où sont les fins, etc. Il est important, et les médias jouent bien ce rôle, en tout cas certainement, Wendell, vous jouez très bien ce rôle, justement d'expliquer au public. C'est important d'expliquer une vérité scientifique. Alors elle est parfois un peu compliquée, et nous, scientifiques, nous avons parfois du mal à la traduire d'une manière compréhensible. Donc il n'y a aucune question qui soit une question idiote. Et cette question-là n'en est pas plus idiote que les autres. La réalité, après, quand on regarde, si on fait le calcul statistique, vous prenez par exemple, vous allez demander à Claude Prepty la liste des tremblements de terre qui sont enregistrés par le réseau sismologique au cours de l'année, depuis que ce réseau existe quelques années maintenant. Et il n'y a aucun mois qui se dégage avec plus de séismes que d'autres. Je pense qu'il se trouve que psychologiquement, on est plus sensible peut-être au mois de janvier. Quand arrive le 12 janvier, la commémoration, voilà, on en parle plus dans les médias, évidemment, et c'est une très bonne chose. Mais quand on regarde les statistiques sismiques... Ce qui a attiré l'attention des Haïtiens, c'est qu'en début de janvier, il y a eu ce petit tremblement de terre dans le sud, et toujours en début de janvier... non, à Carrefour d'abord. Là, je vous parle d'Haïti. Mais Honduras, c'était, avant-hier, 7,6, je crois. 7,6. Donc, il n'y a pas eu de dégâts. Donc, sous ça, en janvier. Je pense que c'est comme Eric a dit, il y a un effet psychologique qui vient avec le fait que notre génération a été frappée durement par ce séisme du 12 janvier. Et donc, on a la tendance à se focaliser sur ce mois spécialement. Mais après, si on regarde, dans le monde, chaque jour, il y a des séismes. Il y a des séismes dont on entend beaucoup plus parler d'eux. Pourquoi? Parce que ces séismes-là frappent dans des zones où il y a un enjeu, où il y a une population qui habite ces zones-là. Mais si, par exemple, il y a un séisme qui se fait dans
en plein désert, par exemple, où il y a très peu de personnes, eh bien, on ne va pas en parler. Avant la pause, docteur Boisson, vous allez dire? Oui, oui, donc c'est vrai que quand on a dans une zone un séisme, ça peut arriver que le réarrangement des contraintes fasse qu'il y ait un autre petit séisme ailleurs, dans la même zone, mais ceci, du point de vue je dirais, du moi lui-même, comme l'a dit Eric, comme l'a dit Steve, c'est pas un problème. Les coïncidences, parfois, sont choquantes même. Oui. Je veux prendre juste le cas de la coïncidence du Mexique, où la ville a été détruite 2 fois avec la même date. C'est-à-dire qu'il y a un tremblement de terre à Mexico, mais le jour de l'anniversaire du tremblement de terre, il y a un autre séisme. Mais c'est une pure coïncidence, c'est une pure coïncidence qui se produit une fois sur 1 million. Mais on ne peut même pas se mettre en tête que ça peut se reproduire aujourd'hui. Pas plus que le 12 février ou le 15 mars. On peut aussi discuter de l'effet domino probable entre 2 failles. C'est possible? Oui, on peut parler de ça. Juste avant de parler de ça, je vais répéter une phrase que j'aime bien répéter, qui est un peu schématique, mais qu'il faut garder en tête. Il y a une saison cyclonique qu'on connaît entre le mois de juin et le mois d'octobre, qui se répète tous les ans. Et il y a aussi une saison sismique. Cette saison sismique, elle commence le 1er janvier et elle finit le 31 décembre, chaque année. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête comme idée. Merci. Voilà. On va observer la pause et au retour, on parlera des effets dominos probables d'une faille sur une autre, par exemple. On verra tout ça après la pause. Très bien. Aujourd'hui, madame, monsieur, on commémore le 8e anniversaire du séisme de janvier. Et à cette occasion, vous avez droit, comme je l'ai dit tantôt, à une édition spéciale de la rubrique Le Point. Dans un premier temps, nous accueillons Eric Calais, Dominique Boisson et Steve Simit. Et dans un second temps, on aura d'autres invités, tels l'ingénieur Gérard Jean-Baptiste. Le journaliste Luxandre Saint-Vilo aura à nous présenter quelques reportages réalisés 8 ans après le séisme de janvier. Et très certainement, Claude Petit sera avec nous aussi avant la fin de la journée. Nous observons la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sismologue Eric Calais, le docteur en géologie Dominique Boisson et docteur en sismologie Steve Simit sont les invités de la rubrique de ce 12 janvier. Vous avez peut-être suivi cette brève conversation que j'ai eue avec un auditeur qui voudrait, par exemple, vous signaler à votre attention que la Terre, selon lui, subit un phénomène thermonucléaire, l'absorption de l'énergie calorifique et de l'énergie hydrique. Selon cet auditeur, il y a possibilité que ça provoque des mouvements sur la rotation de la Terre. En grosso modo, ça peut provoquer des tremblements de terre. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Docteur Boisson, docteur Simit, professeur? Bon, écoutez, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'évolution du point de vue des effets sur la Terre. Ça me semble très peu probable qu'on puisse avoir des changements qui provoqueraient de grands tremblements de terre liés à ces aspects qu'on pourrait qualifier d'anthropiques. Mais, ceci étant dit, il y a toujours des recherches. Moi, je vais pas peut-être rester sur l'aspect thermonucléaire. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites aussi pour voir quels sont les effets de certains grands forages, par exemple, sur la possibilité de déclencher ou de ne pas déclencher des tremblements de terre. Ou alors, on le sait, qu'il y a eu certains essais nucléaires ont pu peut-être être assez forts pour précipiter un tremblement de terre qui n'aurait lieu de toutes les façons. Mais ce n'est pas la cause directe qui est là, c'est plutôt un effet déclencheur. Voilà ce que moi je pourrais dire à ce niveau-là. Vous avez un élément de réponse à ajouter, docteur? Je pense que cette question découle d'un article
qui a fait le tour de la toile récemment, où un chercheur, j'ai oublié le nom, mais il est assez connu, il a vu qu'il y a il a découvert qu'il y a une certaine corrélation entre le nombre de séismes majeurs qu'on enregistre pendant une année et une certaine décélération de la rotation de la Terre. Donc après ça, c'est des résultats qui sont nouveaux. Il faudra que d'autres chercheurs refassent ces calculs et pour voir est-ce que, par exemple, cette corrélation-là, elle peut être soutenue par un échantillon qui est beaucoup plus représentatif. Donc ça, c'est des résultats à prendre avec des pincettes, je pense. Mais effectivement, ça a fait le tour de la toile et parce que les gens, s'ils ont interprété directement, eh bien, il faut s'attendre qu'en 2017, on va avoir pas mal de séismes dévastateurs. Mais ce n'est pas encore clair. Oh. Vous avez aussi un mot, professeur? Oui, alors effectivement, donc, la question est pertinente, elle est complexe et elle mélange peut-être plusieurs aspects. L'aspect rotation de la Terre, Steve a raison de mentionner qu'il y a eu un papier, une publication scientifique tout à fait sérieuse qui est sortie il y a quelque temps, qui mettait en relation la vitesse de rotation de la Terre et la production de tremblements de terre. Alors là, on est dans de la recherche scientifique, on est dans des questions qui sont bonnes à poser, des questions qu'il faut attaquer de front scientifiquement dans le cénacle scientifique. Et après, quelle est l'application des résultats? Pour le moment, et c'est absolument pas clair. Donc je pense qu'il faut prendre ça comme un élément de réflexion actuel. La rotation de la Terre pourrait-elle influer sur les séismes? Eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas idiot, mais pour le moment, on n'a pas de réponse. Des chercheurs y travaillent. Le phénomène thermonucléaire, alors là, je ne sais pas exactement ce que l'auditeur a en tête. S'il s'agit d'explosions, de bombes atomiques ou autres qui pourraient déclencher des séismes, ça c'est pas du tout, c'est pas très pertinent en fait pour nous. J'ai attrapé au passage un point soulevé par le docteur Boisson, explosion nucléaire par exemple. Alors, ce qui me porte par exemple à vous poser la question, à savoir si vous avez entendu certaines informations qui circulaient, c'était au lendemain du séisme de janvier 2010, où l'on faisait état d'essais des Américains qui auraient provoqué ce tremblement de terre. Avez-vous entendu ça? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Après chaque séisme dévastateur, l'imagination humaine, qui est quasiment sans limite, se met en route. Donc ce ne serait pas fondé. Si vous parlez d'imagination, donc ce serait une invention ou bien... En tout cas, ce qu'on peut dire d'un point de vue scientifique, c'est qu'il n'y a aucun élément qui nous permettent de dire qu'il y a eu un test, un tunnel. On a aussi parlé que les Américains étaient creusé un tunnel de Miami à Caracas ou à Cuba ou je ne sais où et que c'était ce... Bon, peut-être, mais enfin moi j'attends de voir des preuves de ça. J'attends de voir des preuves dans les mesures géophysiques que nous faisons tous les jours, du test des Américains ou de je ne sais qui. On ne le voit pas. Et c'est la même chose pour tous les séismes importants qui ont lieu, on ne les a jamais mis en relation avec, je parle de séismes importants, avec des tests nucléaires ou des tests, on a aussi parlé d'ondes de radar qui auraient été émises, enregistrées à Porto Rico, je ne sais. Bon. On a le droit d'avoir ce genre d'idées. Mais les scientifiques n'arrivent toujours pas à prouver. On ne les voit pas. Ok. On ne les voit pas. Alors, quand il dit on ne les voit pas, c'est parce que s'il y a une bombe nucléaire qui a explosé, eh bien, il y a des techniques qui permettent de distinguer et de voir qu'effectivement, il y a eu une explosion nucléaire qui s'est faite quelque part dans le monde. Donc ça, les scientifiques arrivent très bien à le faire parce que, eh bien, à cause du traité de non-prolifération, eh bien, il y a des pays qui peuvent vouloir faire des tests nucléaires en cachette. Ok, eh bien, donc les scientifiques arrivent à détecter ces genres d'explosions. Donc ça, c'est sûr. Mais après, pour
ce qui peut venir de l'imagination ou bien je ne sais de quoi, qu'il peut exister des hommes qui puissent produire des tremblements de terre, eh bien, dans la communauté scientifique, on ne se base pas sur ça pour faire des recherches. OK. Merci. Bien sûr, vous avez répondu. Bon, j'espère que l'auditeur intéressé est sorti satisfait de des réponses que vous avez données. Venons-en, messieurs, à la question d'effet d'un tremblement de terre sur d'autres failles. On parlait d'effet domino probable. Est-ce que s'il y a un tremblement de terre, par exemple, au Honduras, comme celui qu'on a eu la semaine dernière, est-ce que ça peut arriver que ça pousse à faire vibrer les failles septentrionales ou la faille du Nord, comme ce sont ces failles qui nous concernent, on croit, qui nous préoccupent? D'abord, est-ce que la possibilité existe qu'une faille qui vibre fasse vibrer une autre faille? La réponse à la question, c'est oui. La possibilité existe. Ça a été documenté dans certains cas qu'un séisme pousse une autre faille voisine à rompre. Et c'est probablement, tout à l'heure, je parlais des deux séismes de 1751, quand même coïncidence, mois d'octobre, mois de novembre, très proches l'un de l'autre dans le sud de l'île. Il est possible que ce soit un processus de ce genre, le premier qui ait poussé la deuxième faille à rompre. Donc on sait scientifiquement que c'est possible. Ce qu'on ne sait pas du tout, par contre, c'est est-ce que ça se réalise à chaque fois et quelles sont les conditions optimales pour que ça se réalise. Donc la recherche actuellement, elle est focalisée sur ces questions-là. On sait que le processus est possible. En tout cas, quand il s'agit de failles proches l'une de l'autre, le Honduras, c'est trop loin pour avoir un effet sur ce qui se passe en Haïti, donc ça, on peut oublier. Mais pour des failles proches, c'est possible. Cependant, là aussi, on est dans le domaine de la recherche, on est dans le domaine du questionnement. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des jeunes comme Steve et d'autres qui travaillent à ces questions-là. Et il y en a qui y travaillent pour répondre à la question, est-ce que ça se passe à chaque fois? Manifestement, non. Alors pourquoi? Ce sont des questions ouvertes, ce sont des questions scientifiques ouvertes. Donc, si je dois comprendre, si la faille de Léogane arrive à vibrer, à casser, à rompre, ça peut arriver que la faille du Nord, comme elles ne sont pas trop loin, ça peut arriver que qu'une faille provoque... Justement, c'est ce que j'ai abordé dans ma première question. C'est l'une des questions que je me suis posée pendant ma thèse aux États-Unis. J'ai voulu voir quelle était l'influence du séisme, c'est-à-dire du glissement qu'il y a eu sur la faille de Léogane, sur les failles avoisinantes. Mais après, on comprend bien, comme a expliqué Eric, qu'à partir d'une certaine distance, l'effet n'est pas significatif. Donc, dans ces résultats-là, on a montré là où il y a eu des augmentations de contraintes, mais jusqu'à présent, ces segments-là n'ont pas encore cédé. Pour revenir à ce qu'a dit Eric, des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. Donc est-ce que l'on doit maintenir que c'est la faille de Léogane qui a causé le tremblement de terre, la faille de Léogane, et non la faille du Grand Sud? Oui. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, toutes les informations nouvelles que nous avons depuis 2010 vont de plus en plus dans ce sens-là, donc confirment qu'effectivement, en 2010, la faille qui a rompu n'était pas la faille dite d'Enriquillo, ou on devrait plutôt l'appeler de la presqu'île du Sud, d'ailleurs en Haïti. Excusez-moi, est-ce que nous devons considérer l'existence de 3 grandes failles qui traversent Haïti aujourd'hui? Je pense qu'il faut considérer, la réponse c'est non. Il y a 2 grandes failles qui sont visibles dans la géologie, la faille de la presqu'île du Sud ou d'Enriquillo, la faille du Nord qui passe au large de la côte, et puis, ça ce sont des grandes failles, ça veut dire quoi une grande faille de Léogane? Alors la faille de Léogane, c'est une petite faille. C'est une petite faille. Et donc, mais qu'est-ce qui a rompu? C'est cette petite faille qui a rompu. Qui a provoqué le séisme? 30 km. 30 km la faille de Léogane, c'est petit. La faille de la presqu'île du Sud, 350 km à terre. Puis elle continue en mer. La faille au nord, c'est plus de 500 km. Et jusque-là, cette faille était inconnue, la faille de Léogane. Exactement, et c'est ça que je vous disais. Quel était l'état de notre capacité de suivre les failles en 2010?
il n'y avait pas de réseau sismique. Donc, quand il y a eu le séisme, tout à fait, la seule moyen d'avoir la localisation était de l'USGS. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est la grande faille, puisque à cette distance, c'est très proche. C'est une faille satellite qui est très proche de la faille d'Henri Guillot. À ce moment, ça a été interprété comme la grande faille, mais parce qu'on n'a pas les moyens. On a déployé des moyens qui ne sont pas restés à ce moment, mais qui ont permis de découvrir cette faille. Donc c'est une faille qui était inconnue. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas rompu dans le passé. Elle a toujours existé. Enfin, elle a toujours existé, là, au moins à notre échelle. Mais elle n'était pas connue. Et c'est ce genre de connaissances qu'on essaie de répliquer ailleurs pour pouvoir découvrir des failles actives. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Il y a énormément de failles en Haïti, mais ce n'est pas toutes les failles qui sont actives. Et c'est ça la complexité. Vous avez comme un verre brisé qui avec plein de fractures. Il y en a qui sont actives, qui bougent, et il y en a qui ne bougent pas. Donc c'est de savoir quelles sont les failles qui sont actives ou non. Actives veut dire qu'ils sont en train d'accumuler de l'énergie et qui peut provoquer comme c'est le cas comme c'est le cas de la faille rompue dans le plateau central récemment, c'est ça? C'est ça. Cette faille-là était aussi inconnue? Alors cette faille-là, elle doit exister. Cette faille ou ces failles, il y en a peut-être plusieurs. Elle existe certainement puisqu'elle a provoqué, une de ces failles a provoqué le séisme relativement mineur, récent. En 1911, il y a eu un tremblement de terre beaucoup plus important qui a fait des dégâts depuis San Juan dans la République dominicaine jusqu'à Hinche. 1911, c'était pas il y a si longtemps que ça quand même. Donc il y a certainement des failles actives, comme le disait Dominique Boisson. Ce verre brisé, eh bien, il faut déterminer dans ce verre brisé où sont les brisures qui sont actives. Certaines dans le plateau central. Il faut aller voir. Il faut faire des recherches, d'où l'importance. J'essaie de revenir à cette question de la recherche et du futur. Il faut regarder devant quand même. Il faut regarder devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce qu'on est en train de vous dire, Wendell, c'est qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas vivre dans un pays, on ne peut pas développer une économie, développer des infrastructures sans connaître ce sur quoi on est construit. Il faut des informations aussi. Il faut des informations et il faut des jeunes, une nouvelle génération. C'est ça. Pour les acquérir, ces informations. Donc là, la communauté scientifique dit déjà, et souhaite la bienvenue déjà, à Steve, qui vous a rejoint. Messieurs, et à d'autres, hein, parce que ils sont... Oui, apparemment. Alors, la mauvaise nouvelle aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à digérer, c'est la découverte de cette faille nouvelle, avec tout ce que cela implique. Je veux dire par là, les prévisions qui ont précédé le 12 janvier demeurent. Il y a un tremblement de terre qui est attendu en Haïti. Et là, vous pensiez, puisque vous avez pensé que c'est le Grand Sud, c'est la faille du Grand Sud ou la faille d'Henri Guillot qui a été rompue, donc ce tremblement de terre est encore attendu. Oui, et c'est un peu une évidence. Je me souviens, après le 12 janvier 2010, j'étais en Haïti et un responsable d'une agence internationale était de passage et il me dit « Ah, c'est vous le spécialiste des séismes, mais dites-moi, le séisme, il a eu lieu, donc maintenant, on est tranquille. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Et je ne savais pas quoi lui répondre parce que c'était pour moi, un géologue, sismologue, tellement évident que non. Et donc je lui ai dit simplement non, le Big One n'a pas encore eu lieu. Le Big One n'a pas encore eu lieu. Le Big One haïtien. Le Big One haïtien n'a pas encore eu lieu récemment. Et malgré la dévastation qu'on connaît du 12 janvier 2010, il faut imaginer qu'un séisme plus important, plus proche de Port-au-Prince pourrait avoir lieu. Ça, c'est une réalité scientifique. Voilà. Donc il ne faut pas non plus s'alarmer outre mesure par rapport à ça. Il faut simplement en être convaincu et puis écouter les sismologues, les géologues qui ont des informations et qui vous disent voilà ce qui est possible
Voilà le mouvement du sol qui est possible. Une autre avancée qui a été faite récemment aussi par un collègue de Steve qui s'appelle Roby Duhy, qui est toujours aux États-Unis là, eh bien, c'est de calculer le mouvement du sol possible dans un scénario un peu catastrophe qui pourrait arriver d'un séisme qui aurait lieu plus proche de Port-au-Prince qu'en 2010. Qu'est-ce que ça impliquerait? Quel serait à quel mouvement, à quelle force horizontale les bâtiments seraient-ils soumis? Ce calcul a été fait. C'est un calcul assez compliqué à faire, qui a été réalisé dans le cadre d'une thèse aussi. Eh bien voilà. Alors, c'est un progrès. Pourquoi c'est un progrès? Parce que cette information, elle permet d'aller de l'avant et de dire voilà le niveau de risque, voilà le niveau de danger. Vous allez recevoir tout à l'heure un ingénieur qui pourra vous parler du bâtiment, de la construction parasismique. Eh bien, ces ingénieurs ont besoin de cette information scientifique objective pour faire eux-mêmes leurs calculs et construire de manière sûre. OK. Étant donné que nous attendons notre Big One, ou bien est-ce que nous l'attendons? Non, j'attends pas du tout parce que je ne sais pas que ça arrive, que ça se produise. Mais les Américains ou encore les habitants de Californie attendent aussi un Big One depuis plus d'un siècle. Et ce Big One n'est toujours pas arrivé. Effectivement, il n'est toujours pas arrivé. Alors, il y a eu en 1857, sur cette fameuse grande faille de San Andreas qui découpe la Californie du sud au nord, il y a eu en 1857 un séisme qui a en gros cassé la moitié de la faille. Donc 400 km de rupture. Hein. On ne parle pas de 30 km de 2010, 400 km de rupture. C'était un Big One. Il y en a eu un autre qui a affecté le nord de la Californie, la région de San Francisco en 1906. Pareil, 450 km de rupture, un gros séisme. Et puis, les failles, elles sont en train de se recharger. Donc, il faut un certain temps pour que cette accumulation d'énergie dont on parle arrive au niveau tel qu'elle soit capable à nouveau de casser. Donc, les Américains sont tout à fait persuadés qu'il y aura d'autres séismes équivalents. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font deux choses. Première chose, ils font des recherches tous azimuts pour essayer de comprendre les mouvements du sol possibles, pour pouvoir construire de manière parasismique, pour aménager le territoire de manière optimale par rapport aux dangers sismiques. Et puis la deuxième chose qu'ils font, en plus de ces recherches, c'est de mettre en œuvre une préparation à ces événements qui arriveront certainement. Alors, en ce qui a trait aux préparations, pour vous répéter, on aura à en parler dans un instant avec l'ingénieur Jean-Baptiste. Mais bien sûr, en fait, sentiment ou bien opinion personnelle, 8 ans après, quelles sont vos remarques en Haïti, Dr Boisson? Moi, je dirais qu'il faut regarder le verre à moitié plein et se dire que nous avons quand même, en tant que communauté, on a essayé d'avancer chacun dans son cadre. Nous, à l'université, c'est au niveau de la formation et de la recherche. Une unité a été mise sur place, l'URGEO, qui permet justement de mettre ensemble tous ces jeunes et ces moins jeunes qui travaillent pour faire cette recherche dont parlait Éric Calais. Je crois que si chacun, dans sa sphère, essaie d'avancer, essaie de continuer à produire, ça sera la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est le meilleur hommage qu'on pourrait rendre à tous ceux qui sont partis lors de ce moment, c'est d'essayer d'avoir une meilleure préparation. Ça ne va pas changer le fait qu'un séisme sera meurtrier ou pas, mais le fait de le savoir, ça peut permettre de mieux se préparer. Donc à ce niveau-là, il y a des avancées. Il y a des avancées, et nous, enfin, chacun dans sa sphère. Comme je le dis, je sais qu'au niveau du bureau des mines, ils ont fait beaucoup de choses, mais au niveau de l'université, nous avons fait. Au niveau des associations d'ingénieurs, ils travaillent également. Au niveau du ministère de l'Intérieur, la protection civile a beaucoup évolué depuis le séisme. C'est plus la même chose. Donc ça, on ne fait pas passer le rapport pour voir qu'est-ce qu'on avait avant le séisme et où on est aujourd'hui. Ça, c'est le verre à moitié plein. Je crois. C'est ce que je préfère le voir comme ça. OK. Vous voyez le verre aussi à moitié plein, docteur Simit? Oui, c'est à peu près le même bilan. Dominique a parlé de l'URGEO. Il y a le master en géosciences qui a été mis en place aussi par la faculté des sciences pour former des cadres qui vont travailler dans ce sens-là pour mitiger
les risques naturels en Haïti. Mais après, moi, en descendant ici, je réfléchissais un petit peu sur la question. Je pense que dire arriver à construire mieux, c'est très complexe. C'est très complexe dans ce sens que ça n'inclut pas seulement une meilleure compréhension du risque, mais ça inclut aussi peut-être un changement d'organisation de la société. Parce que dire qu'on va construire mieux, ça implique des coûts beaucoup plus élevés pour l'ensemble des familles haïtiennes, qui déjà, on sait, qui ne sont pas à l'aise pour construire. Il y a des gens qui prennent entre 5, 10 et 15 ans pour construire une petite maison. Alors, mon petit désaccord avec vous, c'est qu'en province, il y a de petites maisons dont la construction ne coûte pas cher. Mais oui, qui ne résistent pas. Mais elles résistent, oui, elles résistent. Oui, qui résistent au séisme, mais qui ne résistent pas aux incendies ou bien au cyclone. Au cyclone. Oui. Donc, construire mieux, évidemment, implique des coûts élevés. Donc peut-être que, moi je pensais que peut-être que, par exemple, l'État haïtien pourrait investir dans le domaine de l'immobilier et peut-être construire à des frais qui seront beaucoup moindres puisqu'on va construire de façon spectaculaire. Donc peut-être aider ces familles-là qui ne pouvaient pas se payer une maison dans 1 an ou bien 2 ans, leur donner un peu de crédit et voir comment ils peuvent rembourser cet argent. Mais il y a différentes façons qu'on peut faire, mais ça implique d'autres choses. Alors pour terminer, si l'on doit parler par exemple de la reconstruction ou encore des maisons encore construites de manière anarchique, est-ce que là on ne peut pas parler du verre à moitié vide, Calais? Du verre à moitié vide, je ne sais pas si c'est probablement pas la bonne expression. C'est un problème, le problème de la construction de mauvaise qualité qui existe dans des zones sismiques, c'est vrai. On parlait du verre à moitié plein. Oui, mais c'est un problème. On peut dire à moitié vide, à moitié plein, peut-être que c'est plus compliqué que ça. C'est le même problème à Istanbul, c'est le même problème à Caracas, c'est le même problème dans toutes les villes qui sont situées sur des failles. Malheureusement, il n'y a pas personne n'a trouvé. Idem en Californie, idem au Japon, personne n'a trouvé la bonne solution pour faire face à cette question-là. Et en Haïti, pour le moment, personne n'a trouvé la bonne solution pour faire face à un bâti existant qui est pour l'essentiel informel, qui existe. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas déloger les gens par la force et puis et les mettre où? Alors peut-être faudrait-il... Probablement, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, c'est mettre en œuvre des programmes qui vont petit à petit, quartier par quartier, morceau de quartier par morceau de quartier, aider les gens à reconstruire, construire et à se déplacer vers des zones plus sûres. Tout ce travail-là, il reste à faire. Alors que peut faire le scientifique dans ce cas-là? Là, on sort complètement du domaine scientifique. Le scientifique, il peut informer, il peut dire dans cet endroit-là, c'est beaucoup plus sûr. Si vous construisez là, il faut vous attendre à tel type de mouvement du sol. Et puis après, les constructeurs, eux, peuvent dimensionner des ouvrages, peuvent même des maisons, même la construction informelle peut se faire de manière raisonnée par rapport au tremblement de terre. Il y a eu, après le séisme, des formations de boss maçons en ce qu'on appelle construction en maçonnerie chaînée. Ce sont les mêmes ingrédients de construction que ceux qu'utilisent les maçons, quasiment les mêmes techniques, mais avec quelques éléments supplémentaires qui vous rendent une maison qui n'est une petite maisonnette informelle faite par un boss maçon qui allait s'écrouler, qui en font une maison qui ne s'écroulera pas. Alors elle aura peut-être des fissures, mais les habitants à l'intérieur seront sains et saufs. Donc ces méthodes-là, elles existent. Les mettre en place, c'est possible. Ça demande des efforts qui dépassent largement ceux de la sphère scientifique. Alors là, je vais dans le sens de ce que disait Steve. Ça demande des efforts qui impliquent une véritable volonté politique pour mettre en place des programmes avec des accompagnements de bailleurs, pour mettre en place des programmes qui vont dans cette sécurisation de la population par rapport à ce problème. C'est un problème de longue haleine, mais il faut là aussi l'entamer dès aujourd'hui. L'efficacité des petits instruments qui donnent l'alerte, par exemple, ou encore qui annoncent l'arrivée imminente d'un séisme. Est-ce qu'on peut questionner l'efficacité de ces instruments?
fait, la communauté scientifique arrive à utiliser des différentes technologies. Par exemple, le fait que les ondes sismiques se propagent à une vitesse beaucoup moindre que le signal qu'on utilise pour le téléphone. Eh bien, s'il y a un séisme qui s'est produit, disons, au Cap Haïtien, eh bien, on espère pouvoir alerter les gens qui vivent à la Grand'Anse à partir de leur téléphone qu'il y a des secousses qui sont en route pour arriver et les joindre. Donc ça, on peut le faire, mais après, c'est sur des distances assez importantes. Donc, est-ce que ça peut arriver aussi que vous fassiez l'annonce et que... Pendant que vous fassiez l'annonce et puis les ondes sont déjà arrivées. Ou ça n'arrive pas du tout, non? Ben, ça va arriver. S'il y a eu un séisme quelque part, bien, les ondes vont propager dans le sol pour se disperser dans la croûte terrestre. Donc ça, on sait que ça va arriver, mais après, le problème se résume à jouer sur le temps. OK? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Effectivement, Steve a raison. Il y a dans des pays très développés, à forte technologie, à fortes ressources, comme le Japon et les États-Unis, des systèmes d'alerte qui se mettent en place où on peut, quand on détecte un grand séisme à un endroit, alors c'est trop tard pour cet endroit-là, il est peut-être déjà dévasté, mais à 50 ou 100 km ou 500 km de là, on peut donner une alerte. Ça demande une infrastructure technologique extrêmement complexe, extrêmement redondante, des réseaux de communication qui fonctionnent à merveille. Bon, et c'est encore pas complètement opérationnel dans ces pays-là. Ça, c'est une chose. À côté de ça, on entend parfois les gens dire, et après le 12 janvier 2010, il y a eu beaucoup de ventes de ces petits appareils détecteurs de séisme, soi-disant. Les gens posent la question, est-ce que ça marche? C'était peut-être cette question-là que vous posiez. Ouais. On achète dans le commerce quelque chose qui vaut $100. Parfois, ça a marché. Voilà. Parfois, ça a marché. Alors, ce sont tout simplement des détecteurs d'intrusion. Qui sont utilisés contre les cambriolages et autres. Et quand un cambrioleur ouvre la porte ou que ses pas résonnent sur le sol, ça déclenche ces appareils. Alors, peut-on pour autant dire que ces mêmes appareils sont capables de détecter les ondes P, les premières, et de dire « Ah, attention, il y a un grand séisme qui arrive », mais ce sera un grand séisme, ce sera un petit séisme. C'est quoi la détection? C'est un camion qui passe dans la rue, etc. Donc ces appareils, peut-être qu'ils marchent par hasard une fois sur 1000. Et la plupart du temps... C'est comme s'ils ne marchent pas du tout. C'est comme s'ils ne marchent pas du tout. Et la plupart du temps, je pense que ce qui est grave, c'est qu'ils peuvent donner aux gens la fausse impression qu'ils sont en sécurité. J'ai acheté ce petit appareil, il me protège. Mais non, il ne vous protège pas. Il ne vous protège pas tant que vous n'avez pas rendu votre maison elle-même parasismique. Donc il ne faut pas prendre ces appareils pour une fausse impression de sécurité. Il vaut mieux dépenser ces $100 à autre chose. Dominique Boisson? Oui, c'est effectivement, je vais juste rappeler que quand il y a un séisme, vous avez différents types d'ondes qui se propagent et elles ne se propagent pas à la même vitesse. Donc il y en a une qui arrive en premier, ce qu'on appelle les zones premières ou les zones P, et puis d'autres qui sont des zones qui sont elles qui vont faire le plus gros du travail de destruction, qui arrivent et qui sont un peu plus lentes. Donc ces appareils-là, justement, ils vous disent, voilà, il va y avoir un séisme, mais parfois, dépendant de la distance de l'épicentre, c'est-à-dire là où il y a eu le séisme, ça va varier beaucoup. Si c'est très loin, le différentiel de vitesse va faire que vous allez avoir le temps de recevoir l'onde P, l'effet de l'onde P, et se dire, bon, est-ce que je descends, me mettre à l'abri ou quelque chose? Mais si c'est relativement près, quand vous avez le séisme, le épicentre est près, le différentiel d'arrivée est très petit. Quand on a eu le séisme du 12 janvier, moi j'ai très bien senti, quand on a eu l'onde P est arrivée, il y a eu un premier choc. Mais quelques secondes après, les ondes S sont arrivées. Et ça a tout détruit. Donc si j'avais eu un détecteur à ce moment, il m'aurait servi à rien du tout. Parce qu'il aurait sonné en même temps que les ondes S. Donc, voilà, donc on doit attendre d'autres progrès scientifiques. Si on veut effectivement avoir une alerte au tremblement de terre, il faut d'autres progrès scientifiques, il faut d'autres progrès technologiques, il faut une infrastructure relativement complexe qui n'existe pas encore. Donc il faut se mettre dans la position de décollage en quelque sorte, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue technique, pour aller de l'avant sur ces questions. Mais après, en attendant, il y a des trucs simples que je pense qu'on peut faire en tant que société. Par exemple, on peut se dire,
quelles sont les infrastructures dont on aura besoin après un séisme majeur. D'ailleurs, on a appris des choses du séisme qui vient de passer en 2010. Par exemple, après un séisme, tu as besoin que les hôpitaux puissent recevoir des gens qui sont blessés. Donc, il faut se dire, eh bien, on va placer ces hôpitaux-là dans des positions où, eh bien, les effets de ce séisme-là seront beaucoup moindres. Donc, au moins ça, on tarde encore à le faire et ça, c'est super important. Éric Calais, Dominique Boisson, Steve Simit, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Je dirais quoi à vous, messieurs, à l'année prochaine ou pas? Je serais ravi de revenir pour réévaluer le sujet et voir les progrès qui ont été faits, notamment en matière de formation des jeunes de cette génération de Steve et des autres. Il y en a qui combien sont si aujourd'hui? importants. L'URGE, c'est une dizaine de chercheurs actuellement, mais pas seulement dans la sismologie. Tous les domaines des géosciences qui sont quelque part complémentaires. Et à côté de ça, le master, nous avons une promotion de 14 ingénieurs que nous sommes en train de former, non seulement dans les risques qui sont les risques à terre, mais on essaie aussi de leur donner des formations qui concernent la partie climat et météo. Donc ça, c'est notre aspect, les risques hydriques. Donc ceci dit, on va vous laisser tranquille, on va laisser Claude Prepty tranquille, il y a d'autres jeunes disponibles. Je ne vais pas m'arranger aussi pour appeler Éric Calais aux États-Unis, comme c'était le cas la dernière fois. En 2010, il a dû intervenir sur Métropole alors qu'il était aux États-Unis. Merci, messieurs, et passez une bonne journée, un bon 12 janvier, et à bientôt. Merci. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point, la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.